Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, c'est un plaisir pour nous de vous rejoindre encore une fois cette fin de semaine pour notre causerie hebdomadaire où l'on parle de technologie, où l'on discute de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qui se passe et de ce qui se passera aussi dans le monde de technologie. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les technologies dans vos activités au jour le jour? En début de semaine, je lisais des statistiques qui parlaient des paiements en ligne par rapport à la période où nous sommes, la COVID, où les gens ont été confinés. On n'a pas pu sortir pendant une bonne période de temps. C'est vrai qu'on est en phase de déconfinement présentement. Et puis, il y a des statistiques de Statista.com, quand j'ai vérifié, qui ont ressorti des statistiques sur les paiements en ligne, le nombre de transactions en ligne sur plusieurs années. Ils ont commencé leurs statistiques de 2014 jusqu'à 2021. Et puis, je regardais ces statistiques, je me suis dit, eh bien, ça devrait être une bonne occasion pour moi de vous parler, eh bien, des paiements en ligne, du e-commerce, le online payment. Donc, alors, comme plusieurs personnes étaient confinées chez eux, donc ils n'avaient pas trop le choix pour leurs transactions que d'utiliser tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est paiement en ligne, soit pour l'épicerie, soit pour acheter des habits. Ben, c'est vrai qu'on n'emporte pas trop ces temps-ci, puisqu'on sort un peu moins, là. Mais quand même, il y a eu une augmentation à ce niveau-là. Laissez-moi partager avec vous ces statistiques et puis après, je vais vous parler exactement de ce que c'est le paiement en ligne. Je vais un peu démystifier tout ce qui se passe, hein, du début jusqu'à la fin. Par quelle étape est-ce que ça passe pour quand vous voulez acheter à partir d'un site Internet? Hein? C'est quoi les différentes étapes par quelles différentes étapes l'on passe pour que la transaction puisse être un succès? Alors, en 2014, on parlait de 1,3 milliard de dollars de revenus US, bien sûr, générés par les paiements en ligne. Ça, c'était en 2014. En 2015, il y a eu une augmentation de 200 millions. On est passé à 1,5 milliard. Et puis, pour 2018, c'était 2,8 milliards. Donc, ça, comme je vous dis, c'est des statistiques sur les transactions en ligne, les paiements en ligne qui ont été faits. Maintenant, on parlait de 2020. De 2020, on parle de 3,9 milliards. Donc, de 3,9 milliards de dollars de transactions en ligne qui ont été faites. Et puis, la projection pour 2021, on parle de entre 4,5 et 4,9 milliards de dollars US. Donc, vous voyez que c'est beaucoup d'argent là. Donc, c'est-à-dire c'est un secteur qui est en pleine expansion. Si on parle de 2014, on voit on était à 1,3 et puis projection pour 2021, on parle de 4,5, 4,9. Donc, il y a une croissance exponentielle de ce secteur du paiement en ligne. Beaucoup de gens se dirigent vers le paiement en ligne et les entreprises aussi s'équipent de manière à ce qu'ils offrent à leurs clients cette possibilité-là. Donc, ils essaient d'avoir des sites Internet qui permettent à leurs différents clients, peu importe là où ils se trouvent, de pouvoir magasiner en ligne. C'est une tendance, on n'a pas le choix. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas sortir. Il y a plusieurs avantages aussi à acheter en ligne. Donc, soit vous n'aimez pas sortir, soit vous avez beaucoup plus de choix aussi. Vous prenez votre temps, vous regardez. Mais d'autres diront, quand il faut vraiment essayer ce qu'on achète pour ce qui est habits, par exemple, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, ceci n'empêche pas que ça soit un secteur qui est en pleine expansion. Paiement en ligne, online payment, comment ça se passe, mesdames, messieurs? Aussi simple que ça. Ici, je vous parle de millisecondes, je ne vous parle pas de secondes. Donc, vous imaginez quand vous vous loguez sur un site Internet, vous faites un achat, vous placez votre commande et puis vous avez votre reçu pour dire, écoute, bon, ok, tout a été bien, tout s'est bien passé. Vous recevrez votre commande d'ici les 2, 3, 4, 5 jours, dépendamment de là où l'entreprise se situe. Bref, donc c'est une opération qui se passe vraiment à la vitesse rapide, je dirais. Donc, quelles sont les différentes étapes que ça passe pour une transaction en ligne? Il y a 6 entités qui rentrent en ligne de compte. D'abord, c'est vous, en tant que client. Vous voulez acheter quelque chose. Je vais prendre un exemple d'une entreprise connue du marché, c'est l'AB, par exemple, l'AB.com. Donc, vous vous rendez sur l'AB.com, vous voulez acheter. Donc, vous, en tant que client, vous communiquez avec le site web de l'AB. Vous faites vos achats, vous choisissez vos articles, vous mettez dans le panier. Maintenant, vous êtes satisfait, ça vous donne le total. Vous cliquez sur paiement, place order, vous placez votre order, votre commande.
En fait, la troisième entité qui rentre en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle le Payment Gateway. C'est la passerelle pour cette transaction. Donc, ces informations-là sont les informations que vous saisissez à partir du site de l'AB.com, un exemple, sans vouloir faire de la publicité. Donc, ils utilisent des algorithmes, tout un mécanisme d'encryption pour encrypter ces informations, pour les envoyer au Payment Gateway. Au Payment Gateway, en général, on utilise le SSL, Secure Socket Layer, pour encrypter ces informations. Le Payment Processor, lui, le Payment Gateway, il reçoit ces informations et puis il envoie au Payment Processor. Donc, la compagnie qui va processer le Payment Processor. Et le Payment Processor, en fait, entre le Payment Gateway et le Payment Processor, il y a toute une série de validations qui se fait. Et puis, une fois que tout est beau, le paiement est processé. Le Payment Processor répond au Payment Gateway, qui est la passerelle, et qui répond au site Internet pour dire, OK, tout est beau, l'argent est disponible, la carte est valide, votre paiement est placé. Maintenant, entre le Payment Processor et l'acquireur, ce qu'on appelle l'institution financière émettrice de la carte de crédit que vous avez utilisée pour processer votre paiement, il y a une validation qui se fait aussi à ce niveau-là pour voir est-ce que les fonds sont disponibles. Et puis, une fois la banque, lui, reçoit l'argent de cet achat, eh bien, l'argent aura à fournir cet argent, la banque, aura à fournir cet argent à l'AB. Donc, pour dire, écoute, voilà cet argent-là qui vous revient pour un achat qui a été fait à telle date. Voilà les 6 étapes. Le client qui achète, le website sur lequel vous faites votre achat, le Payment Gateway et le Payment Processor. Des fois, ces deux entités-là s'unissent pour former une seule entité, ce qu'on appelle le PSP, Payment Service Provider. Il constitue le Gateway, il constitue aussi le Payment Processor. Et puis ensuite, il y a l'acquireur, l'institution financière, la banque, ça peut être une banque aussi, où vraiment on va prendre l'argent sur votre compte et puis ensuite la banque envoie l'argent à l'AB qui est le site sur lequel j'ai fait mon achat. Donc ça c'est le cas où vous achetez en ligne. Maintenant vous vous posez la question, quand vous vous rendez au supermarché et vous utilisez votre carte de crédit ou votre carte de débit pour payer, comment ça se passe? À ce moment-là, on laisse de côté la deuxième étape qui est le site internet sur lequel on se connecte pour placer nos commandes. On utilise un POS, un point of sale. Le point of sale joue office de Payment Gateway et de Service Provider aussi et de Payment Provider, Payment Processor pour réaliser ce paiement-là. Donc, voilà aussi simple comment ça se passe un paiement quand vous voulez faire un achat en ligne en utilisant votre carte de crédit. Ça, c'est de manière simpliste que je vous le donne, mais il y a plein d'autres étapes de validation, de normes, de principes qu'il faut respecter. Donc, je vais un petit peu parler un peu en détail dans cette émission d'aujourd'hui pour vous dire comment ça se passe. Donc, c'est un secteur que je connais pas mal bien parce que je travaille pendant un certain temps dans le domaine du commerce en ligne, dans le domaine du payment, c'était pour une grosse compagnie PSP, Payment Service Provider, pendant de quelques années. Là. Ma carrière en technologie a commencé avec cette compagnie-là. Donc, voilà les entités qui rentrent lorsque vous voulez placer un achat. Cependant, si on parle de paiement en ligne, probablement ça vous fait venir en tête la fraude. Donc, s'il y a fraude, il faudrait qu'il y ait toute une série de mécanismes qui doivent être mis en place pour permettre que tout le processus se passe assez bien pour éviter trop de détails. C'est vrai qu'il va toujours y avoir de la fraude, mais quand même, il faut mettre des balises en place pour éviter tout ça. Eh bien, c'est réglementé par quoi, par qui? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des normes qui ont été établies par les différentes compagnies de cartes de crédit comme Visa, Mastercard, American Express. Au départ, chacune de ces compagnies-là avait leurs propres règles pour dire, écoute, voilà quand on fait un paiement, voilà ce qui doit être respecté, voilà les normes que vous devez suivre, que ce soit normes technologiques, que ce soit au niveau de votre infrastructure, si vous voulez procéder, ou du moins processer des paiements par carte de crédit, voilà comment est-ce que vous devez procéder. À un certain moment, je pense que c'est au début 2003 ou 2004, ces trois compagnies-là, American Express, en fait c'est 5, c'est American Express, Visa, Mastercard, Discover Card, et puis JCB, Japan, je ne m'appelle pas pour l'autre là, mais c'est JCB. Ces 5 compagnies-là avaient elles-mêmes leurs propres règles. Et elles se sont réunies entre elles, elles se sont mises ensemble pour faire sortir des principes, juste un seul document de principes, de normes,
de réglementations qui doivent être suivies pour ce qui doivent réglementer le secteur du paiement en ligne. C'est ce qu'on appelle le PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Donc, ces 5 compagnies-là se sont mises ensemble pour faire sortir ces normes. Au niveau de ces normes, qu'est-ce qu'on dit? C'est un document très volumineux. Je pense qu'on est à la version 3.2, mais la première version a été mise sur le marché ou a été rendue disponible, c'est une meilleure façon de dire, en 2003. Ça dit comment est-ce que vous devez processer des paiements en ligne. Ça dit que vous devez avoir des infrastructures sécuritaires. Ça dit que vous devez enchiffrer tout ce qui est donné que vous gardez dans votre système à vous. Parce que lorsque je me connecte sur un site Internet, je entre les informations de ma carte de crédit. Cette compagnie-là a les informations sur ma carte de crédit. Donc, ces informations elles doivent être sauvegardées sécuritairement et ne doivent pas être sauvegardées en texte plein, en clear text. Je veux dire, le numéro de la carte doit être encrypté avant de le sauvegarder dans ma base de données. Tout ça, c'est une question de sécurité parce que sur le black market, un numéro de carte de crédit, ça se vend entre 50 et 90 dollars US sur le black market. Donc, vous imaginez combien de milliards de personnes au monde qui font des transactions par carte de crédit. Donc, si quelqu'un arrive à mettre la main sur ces informations, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour vous dire que c'est très strict, ce secteur, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de normes et de principes qu'on essaie de mettre en place pour éviter à ce que ce secteur puisse survivre par rapport à tout ce qui peuvent arriver comme arnaque, comme fraude. Donc, autre chose aussi, les passwords, tout ce qui est password ne doivent pas être sauvegardés dans votre base de données en clear text, doivent être hashés ou encryptés. Pour les passwords, c'est plus du hashing. Et puis, les protocoles ou les algorithmes d'encryption, c'est PGP ou RSA. Et puis, il peut s'agir de l'encryption symétrique, asymétrique. On ne va pas entrer dans ces détails. Donc, autre chose aussi simple que vous pouvez le dire, PCI DSS demande que lorsque vous laissez votre bureau, vous fermez, vous loquez votre ordinateur de manière à ce que personne ne puisse venir lire vos informations. Si vous avez des informations secrètes ou confidentielles, je dirais, vous devez vous assurer que ces informations-là soient bien sauvegardées sous clé dans votre bureau. Donc, c'est toute une série de principes et de normes, aussi simples que ça puisse paraître, mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus complexes, qui demandent à ce que, au niveau de l'infrastructure, vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment processer ces genres de transactions-là. Donc, en termes de normes et de réglementation, c'est le PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, qui regroupe l'ensemble des grandes compagnies de cartes de crédit, Visa, Mastercard, American Express, qui sont 3 compagnies américaines, Japan, le GPC et le Discover Card, qui avaient eux-mêmes, ou du moins elles-mêmes, chacune de ces compagnies-là avait leurs propres règles. Donc, ils se sont mis ensemble pour faire sortir un document commun qui régisse ce secteur. Maintenant, est-ce que l'État justifie ce document pour dire ça, c'est les règlements? Ça varie d'un État à l'autre. Pour les États-Unis, il y a des États qui prennent le PCI DSS comme étant des règles, des normes à suivre, mais ceci n'empêche pas que même quand l'État n'intervient pas pour dire, écoute, voilà les normes établies, mais comme c'est ces grandes compagnies-là qui émettent des cartes de crédit, donc vous n'avez pas trop le choix de les suivre, et c'est dans votre avantage aussi de suivre ces recommandations, ces principes, si vous voulez vraiment réussir dans ce secteur, parce que ça peut avoir des amendes assez salées si vous ne respectez pas ça. Donc, si vous voulez processer le paiement en ligne et que vous ne pouvez pas processer des Visa Cards, vous ne pouvez pas processer des Mastercard, c'est une bonne partie de votre business qui va chuter. Donc, vous avez intérêt à suivre ces recommandations. Et puis, chaque année, vous devez être ce qu'on appelle PCI compliant. Vous devez passer le test pour voir est-ce que vous respectez toutes ces normes-là. Ils envoient en général des gens dans la compagnie pour évaluer tout ce que vous faites comme activité pour voir si ça respecte les normes qui ont été établies. C'est un secteur très bien réglementé. C'est un secteur assez solide en ce sens. Donc, tantôt, je vous ai dit que vous, en tant que client, vous vous connectez sur un site web et puis vous saisissez votre commande. Votre commande est envoyée au Payment Gateway, ce qu'on appelle la passerelle, et la passerelle l'envoie au Payment Processor et le Payment Processor l'envoie à l'acquire.
Donc, maintenant, le Payment Gateway, c'est quoi qu'il fait avec le Payment Processor lorsque vous fournissez vos informations de votre commande? Il y a plusieurs checks qui se font. Donc, pour être capable de processer en ligne, vous devez avoir un Payment Gateway. Ça, c'est sûr, on est d'accord là-dessus. Mais le Payment Gateway, lorsqu'il reçoit les informations, qu'est-ce qu'il fait? Il valide, il check la validité de la carte. Donc, la carte que vous rentrez là, dans le site web, à partir du site web, est-ce que c'est une carte valide? Ou du moins, quand vous vous rendez au supermarché, vous insérez votre carte dans le point of sale, dans le terminal de vote, le PDV, point de vote, là. La validation se fait aussi. Est-ce que la carte, est-ce que c'est une carte valide? Est-ce que cette carte-là n'est pas expirée? Toutes ces gens d'affaires là. En fait, deuxièmement, ça détermine l'institution financière émettrice de la carte, parce que chaque carte a été émise par une banque. Et comment est-ce qu'on fait pour identifier? C'est le BIN number. Le BIN number, ce sont les 6 premiers digits, ce sont les 6 premiers chiffres de votre carte de crédit. En fait, BIN number, c'est un ancien nom, ce qu'on appelle Bank Identification Number. Mais ça, c'est l'ancien, mais le nouveau, je pense que je l'avais mis quelque part, c'est le IIN. C'est Issuer Identification Number. Donc, ça, c'est le nouveau nom qu'on utilise. Donc, les 6 premiers chiffres de votre carte de crédit disent c'est quelle banque qui a émis, en fait, c'est quelle institution financière qui est détentrice de cette carte qui vous a été émise. Donc, le payment processor et le payment gateway, eh bien, c'est aussi cette validation. Parce que si vous achetez avec une carte, il faut savoir dans quelle banque est-ce que je vais valider si le fonds existe. Dans quelle banque que je vais contacter pour dire est-ce que monsieur X a autant d'argent pour processer tel ou tel achat. Donc, c'est ce qu'on appelle l'identification de la banque émettrice de la carte. Et puis, ça check pour voir est-ce que le fonds est disponible, est-ce que la date d'expiration de la carte la date d'expiration de la carte est correcte. Et puis, ça fait aussi le transfert du fonds lorsque tout est correct, l'autorisation a été approuvée, vous avez l'autorisation de processer la vente. Maintenant, en soirée, il faut qu'on envoie l'argent au marchand. J'avais pris l'exemple tantôt de l'AB. Comment est-ce que ça se passe? Quand vous faites la transaction, il y a une autorisation qui est lancée. On va voir est-ce que vous achetez pour $50, on envoie un request. C'est un request d'autorisation pour voir est-ce que les $50 sont valides sur cette carte-là, sur ce compte de cette personne dans cette banque. Et puis le Payment Gateway envoie au Payment Processor, le Payment Processor fait et le Payment Gateway fait cette validation qui, comme j'ai dit tantôt, qui peut être inclue dans une seule entité. Et puis cette validation est faite. Maintenant, on garde l'autorisation et puis la transaction est settlée. Le règlement est fait. Dans un certain moment, on gèle cette transaction sur votre compte parce que la compagnie n'a pas encore cet argent. Cet argent-là, la compagnie va l'avoir en fin de journée lorsqu'ils vont rouler toute une série de batchs pour faire un genre de consolidation. Et puis à ce moment-là, la banque va envoyer cet argent. On va dire que ma carte, je l'ai pour la banque X, mais la compagnie, le site de la compagnie sur laquelle j'ai fait mon achat, c'est la banque Y. Maintenant, la banque X doit communiquer avec la banque Y pour le transfert de fonds. Vous voyez, beaucoup d'entités qui rentrent en ligne de compte. Je parle de Payment Gateway que vous devez payer pour processer la transaction. Le Payment Processor qui, lui, va communiquer avec l'acquéreur. OK? Et puis Visa aussi qui est détenteur de la carte a des frais aussi sur cette transaction. Et puis la banque A qui va transférer l'argent à la banque B ou la compagnie sur laquelle, ou du moins sur le site de la compagnie sur laquelle je fais ma vente, là, eux, ils font affaire avec la banque B. Donc, la banque A doit transférer l'argent sur le compte que je détiens au niveau de la banque B. Maintenant, pour ce transfert, ça ne se fait pas gratuitement. Hein. Il y a encore des frais qui sont... Donc, c'est pour ça que quand vous faites la transaction, il y a beaucoup de fees, beaucoup de frais qui sont associés du point A jusqu'au point B. D'autres frais aussi qui rentrent en ligne de compte, c'est les currency exchange. On va dire que j'achète en dollars US, mais là, le compte que j'ai dans la banque B, ou du moins c'est la compagnie qui détient le compte sur lequel je fais la vente, ça peut être un compte en dollars, en yen japonais. Donc, il y a des conversions qui doivent être faites pour que la banque puisse recevoir son argent pour la bonne devise. Donc, il y a des frais aussi de currency exchange,
comment est-ce qu'on appelle ça en français, c'est pour des frais de change, là, pour que la conversion puisse être faite pour la bonne devise. Donc, voilà en termes clairs le processus qu'il y a. Et comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez voir le chemin assez long, beaucoup d'entités qui doivent communiquer, qui doivent parler entre elles pour faire la transaction, mais ça se passe vraiment, mesdames, messieurs, en quelques secondes. Et dans le domaine du paiement en ligne, on ne parle pas de secondes, on parle de millisecondes. On prend une seconde, on le divise par 1000 pour calculer les transactions. Donc, vous vous imaginez à travers le monde, quand vous avez un payment processor, un PSP, Payment Service Provider, vous fournissez le service à différents pays. Et dans différents pays, il peut y avoir des millions de personnes à pouvoir processer des transactions. Et puis, donc, il faudra vraiment que vous ayez un système assez rapide. Ça, on n'a pas à sortir de là. Parce qu'il faut être capable de supporter tout le flot de demandes venant de différentes compagnies qui veulent processer, qui veulent transiger sur votre plateforme. Donc, en tant que payment provider, il y a plusieurs exemples de payment provider qui existent. Il y a, pour ne pas les citer là, et puis, vous, quand vous voulez faire affaire, quand vous voulez faire du commerce en ligne, des grosses compagnies, vous contactez l'une de ces payment providers-là et puis vous signez un contrat avec eux, soit pour les payer par mois ou vous payez par quantité de transactions. Peut-être que pour 100 transactions, vous allez payer 10 sous par transaction. Quand c'est 1000 transactions, ça descend à 7 sous, ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que ça se passe dans ce secteur, dans ce domaine. Et tout est réglementé par le PCI DSS qui définit les normes, les règles qui doivent être utilisées lorsqu'on fait le paiement. Donc, je vous ai parlé du BIN number qui identifie la banque émettrice de la carte. C'est comme ça qu'on possède pour savoir dans quelle banque est-ce qu'il faut qu'on aille chercher l'argent. Et aussi, les cartes aussi sont identifiées de manière, pas unique, mais je dirais, par exemple, si je prends une carte de Mastercard, si ma carte de crédit commence par le chiffre 4, je sais que c'est une carte Visa que j'ai. Si ma carte de crédit commence par 51 ou 55, je sais que j'ai une carte Visa. Maintenant, si ma carte Mastercard, pardon. Si ma carte de crédit commence par 34 ou 37, je sais que j'utilise une carte American Express. Donc, les cartes aussi sont définies, je parle des cartes de crédit, sont définies. Vous savez que les principales émettrices de cartes de crédit, compagnies de cartes de crédit, c'est Visa, Mastercard, American Express, Discover, il y a d'autres, là, je pense, les 6 principales, c'est ça. Maintenant, ça c'est de manière générale pour le paiement. Mais aussi, la compagnie peut décider de ne pas gérer elle-même tout le flot que je viens d'expliquer. Parce que être compliant au PCI DSS, ça demande beaucoup de choses. La compagnie peut dire, bon, ok, moi je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, je vais un genre d'outsourcing. Mais c'est pas le bon terme, mais c'est juste pour vous expliquer. Je dis, bon d'accord, au lieu de moi-même gérer en tant que compagnie toutes ces affaires-là, je vais demander à une autre, ce qu'on appelle Payment Aggregator. Donc, c'est une autre compagnie qui va recevoir la commande de ce marchand et qui va lui faire tout le processus. Il assure les responsabilités. Lui, vous payez la compagnie pour absorber tout ce qui pourrait arriver comme problème, comme faute, tout et tout. C'est ce qu'on appelle le redirect payment, payment redirect. Ça veut dire que vous vous loguez sur le site de la compagnie, d'une compagnie X, vous faites votre achat, vous magasinez item 1, item 2, item 3, et puis quand vous cliquez sur Place Order, vous voyez que ça change, ça vous redirecte vers un autre site, un autre website. C'est cette compagnie-là qui a la responsabilité d'aller processer le paiement, d'aller chercher le fonds et de transférer ce fonds sur mon compte à moi qui est la compagnie avec laquelle vous voulez faire affaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le redirect paiement. Donc, à ce moment-là, je paie un peu plus de frais parce que je paie une autre compagnie pour gérer les risques, pour prendre les risques. Vous payez à une autre compagnie de prendre tous les risques qui sont associés pour vous. Donc, c'est ce qu'on appelle le redirect paiement. C'est pour ça, vous, quand vous achetez et puis vous voyez que vous faites place order, ça vous redirige sur un autre site. Ah, cette compagnie-là, elle dit, bon d'accord, moi je ne veux pas aller dans tous les détails, je paie une compagnie pour le faire pour moi. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le redirect. Autre aspect qui rentre aussi en ligne de compte dans les paiements en ligne, c'est le recurring payment. Le recurring payment, comme ça dit, c'est un paiement récurrent. Donc, si par exemple, vous payez votre téléphone avec votre carte de crédit,
Et puis, il y a une petite option où checker pour dire, écoute, moi, je veux pas chaque mois aller faire le paiement. Je veux que la compagnie vienne chercher. Je veux que la compagnie vienne chercher elle-même le fonds chaque mois sur mon compte. C'est le recurring payment. Il y a un service comme ça qui existe dans le monde du paiement en ligne où le setting est fait pour que le recurring payment puisse être fait à une date fixe du mois que vous aurez vous-même à fixer. Donc, pour que ça puisse être fait, il y a d'autres entités ou d'autres mécanismes comme le account updater. Donc, vous devez faire l'update de votre account parce que vous savez que votre carte de crédit peut être émise pour 4 ans. Après 4 ans, vous allez recevoir une nouvelle carte avec un nouveau numéro. Je ne vous ai pas parlé du CVC, là, le Card Verification Value, qui est le chiffre qui est à l'endos de votre carte de crédit, 3 ou 4 chiffres. Ce numéro-là, ça change assez souvent. Ça, c'est le numéro qui est très important pour la vérification, pour la validation. C'est une information que aucune compagnie ne peut sauvegarder nulle part dans leur système. C'est PCI DSS qui est clair là-dessus. Cette information-là ne peut pas être sauvegardée nulle part dans votre système. Donc, je vous parle plutôt de recurring payment, là, l'account updater. Donc, quand il y a un changement de votre compte, la banque doit communiquer avec cette compagnie-là. La compagnie doit update ces informations pour que elle-même, elle puisse aller chercher l'argent comme c'était convenu entre vous et la compagnie chaque mois. Donc, ça, c'est une partie aussi du paiement en ligne qui se passe en dessous, mais qu'on ne parle pas trop souvent, mais c'est une partie aussi. D'autres, il y a le Risk Guardian. Il y a une gestion de risque, une forme de gestion de risque. Il y a des transactions qui sont risquées. Donc, avant de processer la transaction, on évalue tous les risques qui sont associés à cette transaction pour voir si c'est un risky transaction. À ce moment-là, on dit, bon, on va rejeter cette transaction. Il y a trop de risques, il y a trop de facteurs de risque qui est relié à cette transaction. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est mieux de l'avoir. Comme ça va vous empêcher justement d'avoir à gérer trop de troubles avec des transactions frauduleuses. Autre aspect aussi dans le paiement en ligne, c'est le Dispute Management System. Dispute Management System, c'est quand, par exemple, vous avez une transaction qui se passe sur votre carte, vous ne connaissez pas cette transaction, maintenant, vous demandez un chargeback. Vous faites un claim pour cette transaction, vous dites, non, moi, je ne reconnais pas cette transaction, c'est pas moi qui l'ai faite. Maintenant, c'est la banque avec la compagnie, le payment processor, qui va gérer pour dire, vous voir l'origine de cette transaction, comment cette transaction a été faite. Sitôt qu'ils s'assurent effectivement que cette transaction n'a pas été faite effectivement par vous, eux-mêmes, ils vont continuer leur processus par rapport à ce qu'on appelle le Dispute Management System pour voir d'où provient cette transaction, qui a fait cette transaction et corriger la situation. Donc ça, c'est tout un processus aussi de mécanisme qui se fait en background dans le payment en ligne. Et puis, il y a un autre aspect aussi dans le payment en ligne, c'est le IP GeoPOS, là, parce que toutes les transactions ont été faites à partir d'un IP donné. Quand vous vous connectez chez vous, l'IP est enregistré, on voit dans quelle section, dans quel secteur, dans quel pays est-ce que telle ou telle transaction provient avant de pouvoir processer. La raison pour laquelle, l'une des raisons, là, je dirais, c'est parce qu'il y a certains pays, par exemple, où le jeu en ligne, le gambling est permis, mais dans d'autres pays, non. Par exemple, aux États-Unis, le gambling, pour avoir des paybacks, des cashbacks sur votre jeu, je joue, et puis je gagne 10 000 $, ils font un cashback, un payback, ils déposent 10 000 $ sur mon compte. Il y a certains pays qui n'acceptent pas ça, mais par exemple, en Angleterre, là, c'est très populaire, le gambling. Fait que, c'est que si moi, on veut empêcher ça, à partir des États-Unis où je suis, je ne peux pas me connecter sur un site, par exemple, en Angleterre ou en Londres, où il y a vraiment beaucoup de compagnies qui font le gambling. Je me connecte pour jouer, ils vont carrément me bloquer parce qu'il y a des frais qui viennent avec. Parce que si c'est interdit dans l'état dans lequel je vis, et puis la compagnie accepte que je puisse le faire, non seulement je n'aurai pas le fonds, mais la compagnie aussi risque de perdre, il y a beaucoup de risques de réputation. La compagnie risque de perdre sa licence, et puis il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent s'associer avec ça. Et puis un autre aspect aussi dans le paiement en ligne, c'est le 3D Secure. 3D Secure, c'est un protocole de sécurité de paiement sur Internet. Donc, pour Visa, on appelle le VBV, là, Verify by Visa. Pour Mastercard, c'est Mastercard Secure Code. Ce qu'on fait là, on évalue la transaction avant de laisser passer la transaction. Donc, on s'assure que la transaction provient vraiment de la personne détentrice de la carte. Donc, quelqu'un pourrait utiliser ma carte pour faire une transaction. Maintenant, pour pouvoir empêcher ça, ils ont mis en place ce système qu'on appelle le 3D Secure pour s'assurer que c'est effectivement moi-même
propriétaire de la carte qui fait la transaction. Donc, il y a différents mécanismes qu'on utilise. On peut vous envoyer, par exemple, un SMS sur votre téléphone pour dire, écoute, avant de processer la transaction, entrez votre date de naissance, je vous ai envoyé un code, un one-time code, là, un OTT, un one-time token, un code qui doit être utilisé juste une seule fois. Et puis, saisissez ce code-là avant de pouvoir processer avec votre transaction. C'est Mastercard qui le fait, c'est le Mastercard Secure Code, et puis Visa le fait aussi, c'est ce qu'on appelle le Verify by Visa, le VBV. Donc, voilà en gros plan ce que c'est le payment en ligne, le online paiement en ligne, le online payment, le e-commerce. Ça, je vous dis en gros, Maintenant, il y a plein de petits détails qui rentrent en ligne de compte par rapport à PCI, par rapport à l'encryption qui se fait, encryption symétrique, encryption asymétrique pour que les gens puissent décrypter. Quand j'encrypte, l'encryption, c'est clair, là. Étant donné que je ne peux pas sauvegarder le numéro de la carte dans mon système, quand je reçois la carte sur SSL du site de la compagnie, je l'encrypte. Et puis, l'information encryptée, je l'envoie au payment processor. Le payment processor, lui, décrypte cette information, va voir avec l'acquireur, va vérifier la validité de la carte, vérifier qu'il y a le fonds disponible, et puis on processe le paiement. En d'autres termes, c'est un safe qui a une clé. Je reçois votre numéro de carte, j'ouvre le safe, je mets le numéro de la carte, je ferme le safe, et puis je pars. Vous, qui est la banque ou le payment processeur, vient, ils ont une clé aussi, une clé pareille à la mienne. C'est une clé unique, là. En fait, unique dans le sens que c'est seulement cette clé-là, ces deux clés-là qui peuvent ouvrir ce safe-là. Et puis, la banque vient, il ouvre le safe, il prend le numéro de la carte, et puis il referme le safe. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encryption. Donc, en d'autres termes, c'est ça. Donc, on aura à entrer plus en détail dans le fonctionnement, sur l'architecture, comment ça fonctionne de façon plus détaillée. Mais en gros, ce que je veux que vous retenez, là, vous vous connectez sur le site, vous faites votre achat, ça l'envoie au Payment Gateway qui est la passerelle. La passerelle, lui, vérifie avec le payment processeur la validité de la carte, la banque émettrice de la carte, et puis est-ce que la carte, est-ce qu'il y a assez de fonds disponibles sur la carte, et puis le payment processeur l'envoie à l'acquireur, qui est l'institution financière émettrice de la carte, et puis on fait le paiement, il renvoie l'information pour dire tout est beau, le fonds est disponible, la carte est valide, donnez un OK. Il donne OK pour la transaction, et l'acquireur, en fin de soirée, roule le batch pour dire, écoute, il y a tant de paiement qui a été fait de $50, et puis on comptabilise tout, on fait la consolidation de l'eau, et puis on envoie ça à chaque banque différente. Si la compagnie, par exemple, X a son compte à la banque W, eh bien, la banque W envoie l'argent à la banque X qui, justement, doit recevoir cet argent avec tous les frais, bien sûr, qui sont associés à tout le mécanisme. Mesdames, messieurs, ça a été un peu beaucoup, là, je dis que c'est simple, mais c'est un peu beaucoup de contenu. Et dans nos prochaines émissions, on va essayer de voir section par section pour détailler ce que c'est le Payment Gateway, détailler ce que c'est le Payment Processor et détailler aussi les acquireurs, comment les réactions se font avec les différentes compagnies de cartes de crédit, juste pour vous mettre dans le bain, pour comprendre le mécanisme du paiement en ligne. Donc, des fois, quand vous faites des paiements en ligne, c'est comme une boîte noire pour vous, vous ne savez pas exactement comment ça se passe. J'espère que cette émission vous a aidé à comprendre un petit peu mieux comment ça se passe et puis juste vous rassurer aussi que vous êtes en sécurité parce qu'il y a tellement de mécanismes qui entourent toute cette industrie par rapport aux normes qui existent et par rapport à des systèmes sous-jacents qui existent pour valider les transactions avant de pouvoir processer ces transactions. Mesdames et messieurs, l'émission c'est Facilité, c'est toutes les fins de semaine que je prends ce rendez-vous avec vous pour vous parler technologie. Mon nom, c'est Clément Calvert. La plateforme à travers laquelle cette émission est diffusée, c'est Radio Télé Pixel. On est sur Facebook, on est sur YouTube. Allez liker nos pages, comme ça vous n'allez pas rater nos livraisons à chaque fin de semaine. Et la façon de communiquer avec nous, par email sur clément.calvert@clémentcalvert.com. Par téléphone, c'est le 514-799-6087. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On prend rendez-vous la semaine prochaine.